السلام عليكم سي رشيد. الحمد لله. On attend un petit peu que les gens se réunissent et après on pourra discuter. Pas de quoi, monsieur Mohamed Zahir. Excusez un instant. Je pense que les gens sont encore connectés, c'est l'heure de la prière. Non, c'est pas grave. Donc, بارك الله فيك السي قرواش. Merci bien. Donc on attend un peu. On attend un peu ou là on commence. Donc على بركة الله. بدا رمضان كريم، نعاودو يدخلوا عليكم الصحة والعافية باش ما تمنيتو. Avant de démarrer cette session de live, donc j'aimerais bien remercier
l'association marocaine, plutôt l'association des entraîneurs marocains de basketball, pour m'avoir donné cette occasion de parler un peu du volet, je ne vais pas dire que médical, mais thérapeutique des blessures, dans la prise en charge des blessures des sportifs et des joueurs de basketball. Toute catégorie confuse. Avant tout, donc, comme vous le savez, donc, dans tout sport de contact, on est amené à avoir des blessures suite à un contact avec un partenaire ou un adversaire, ou bien se blesser spontanément, sans contact. C'est des lésions en interne, donc, qui sont assez différentes. On peut les distinguer à partir des lésions osseuses, lésions articulaires ou périarticulaires, et lésions musculaires. On va généraliser un peu et décrire ces types de lésions. Pourquoi j'insiste sur la description? Parce que c'est très important. Ce message, il est destiné aux entraîneurs. Et même pour les dirigeants par la suite et les sportifs concernés. Parce que dans le domaine sportif, il n'y a pas que le côté technique et tactique. Il y a le côté physique. Et qui dit côté physique, dit un côté de récupération et de sportif en bonne santé. À part les traumatismes qui sont liés à la pratique. Ça, on va en parler. Mais j'aimerais bien faire une description pour que les gens puissent avoir un petit aperçu ou des définitions, des notions de certains termes de lésions. Donc, au début, on a parlé des grands axes. On va les développer. Et par la suite, je vais parler de chaque partie du corps, surtout de l'appareil locomoteur. On va laisser le rachis séparément. L'appareil locomoteur, c'est-à-dire les deux membres supérieurs et les deux membres inférieurs. C'est là où il y a les différentes lésions. Et bien sûr, on va parler de certains protocoles à suivre. Bien sûr, à confronter avec le contexte marocain et les problèmes qu'on a pour gérer ce genre de situation dans les clubs. Et à la fin, donc, il y aura des moyens on va parler un peu des moyens de précaution chez ces athlètes. Alors, comme vous le savez, le squelette humain ou le corps humain, donc il est composé d'une partie centrale, composée de la tête et de tout un rachis, qui est composé d'une région cervicale, dorsale, lombaire, sacrée, et l'appareil locomoteur qui est constitué de quatre membres, deux membres supérieurs et un membre inférieur. Lors de la pratique du sport, les sportifs sont amenés à se blesser. Le premier type de lésion, c'est les lésions osseuses. Qui dit osseuse, c'est les os. Donc, c'est connu, c'est les fractures et les fissures. Les fissures, c'est les fractures incomplètes. Et il y a une autre lésion qu'on appelle périostite, c'est l'inflammation de la membrane qui entoure l'os.
surtout au membre inférieur, plus précisément au niveau du tibia. Pourquoi je parle de je vais développer cette lésion par la suite? Parce que le basketball, il y a des détentes, il y a des amortis. Donc le choc part directement sur la partie distale. On va la développer par la suite et expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, par la suite, il y a les lésions. Donc pour les lésions osseuses, la fracture et la des caractéristiques avec un foyer de fracture s'il est simple ou complexe, ou une fracture ouverte, fermée. Donc ça c'est pour les grands os. On va distinguer ça surtout dans les articulations mobiles comme le poignet et la cheville, où on va parler par la suite des entorses. On va mentionner l'entorse grave qui est toujours associée à une fracture. Donc par la suite il y aura les lésions articulaires et périarticulaires. Articulaire, c'est au niveau de l'articulation en elle-même, c'est la perte de contact entre deux os, notamment la luxation ou la subluxation. Il y a les lésions périarticulaires. Les périarticulaires, c'est-à-dire les moyens d'union qui relient une articulation, qui la rend plus solide. Et l'articulation, c'est une jonction entre deux os. On va prendre par exemple l'articulation du coude. Il y a l'os huméral qui est en haut, c'est le bras. Et il est relié à deux os qui sont le cubitus et le radius, c'est les deux os de l'avant-bras. Cette jonction, elle s'appelle une articulation. Et bien sûr, il y a des moyens d'union. Des moyens d'union qui permettent une certaine stabilité de l'articulation, qui sont les ligaments, les tendons, les bourses séreuses. Tout ce panache permet de stabiliser une articulation et de lui permettre d'avoir une bonne mobilité. Et bien sûr, quand ces moyens d'union sont lésés, il y a une petite instabilité. Et ça donne des conséquences par la suite qu'on va voir. Finalement, il y aura, on va discuter les lésions, les traumatismes musculaires. Ils sont classés essentiellement de deux types. Il y a les traumatismes musculaires sans lésion anatomique et avec lésion anatomique. Ça va être très, très simplifié. Comme ça, tout le monde peut différencier, distinguer les différences. Par exemple, la notion qu'on entend souvent, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un claquage, or que c'est une crampe. Donc, où il parle de déchirure, différencier entre élongation et déchirure, ça c'est très important, notamment pour les entraîneurs, les assistants, avoir une bonne notion de base. Comme ça, le discours pourra contribuer à ce qu'il change par la suite et quels sont les moyens d'urgence à faire sur terrain pour limiter les complications. Par exemple, en cas de luxation de l'épaule ou du coude, il ne faut pas la manipuler de tort et travers. Donc, il faut avoir certains gestes. Et qu'on va développer, on essaiera de développer tout ça si le temps nous suffit, bien sûr. Donc, on commence par les fractures. Dans le chapitre des lésions osseuses, les fractures c'est une perte de continuité au sein d'un segment osseux. C'est-à-dire, on a un segment et il y a une fracture. L'os se brise. Ce trait de fracture, il est différencié, il a des caractéristiques, il peut être transversal, oblique. La fracture, s'il est fermée à l'intérieur, ouverte, avec un saignement, où il risque d'avoir des complications d'infection et pas mal de choses.
Il y a la fissure parfois, c'est bon, donc la définition c'est une fracture, sauf qu'il est incomplète. Le trait il n'est pas complet. Et parfois des joueurs se plaignent d'une douleur et continuent quand même. D'où l'importance du staff médical ou même à défaut, vu le contexte marocain parfois, dans, dans des séances d'entraînement où le staff médical n'est pas présent, défaut de moyens, défaut de pas mal de choses, au moins les gens savent quoi faire devant cette lésion. Et, et bien sûr, il y a la périostite qu'on va développer tout à l'heure. Ce qui m'importe, moi, beaucoup plus, c'est beaucoup les lésions articulaires et périarticulaires. C'est les plus courantes chez le joueur de basketball. Mais les lésions osseuses comme une fracture, une fissure, donc elles sont peu nombreuses et peu considérables par rapport les lésions tendineuses, puisqu'on parle des sportifs de longue taille et les bras de levier sont lents. Donc leurs amortis sont constamment en charge, ce qui fait qu'ils font beaucoup de micro-traumatismes répétés et par la suite leurs tendons sont lésés en genou, en cheville, en épaule. Donc c'est les lésions les plus courantes et on note une certaine chronicité dans ces lésions-là. C'est-à-dire que le sportif, il s'adapte par méconnaissance parfois, au défaut de moyens, de continuer l'activité sportive malgré qu'il a ce genre de lésions. Et par la suite, ce genre de lésions aura un impact négatif sur le rendement. Et comme ce que j'ai constaté, cette association de coachs, et même moi-même j'ai côtoyé coach Karouache, donc c'est des gens qui insistent sur pas mal de choses. Ils sont perfectionnistes dans leur vision des choses. Ils sont à 100% dans le rendement du joueur. Et même c'est en faveur du joueur dans son intérêt. De savoir bien gérer ce genre de lésions et de ne pas laisser la chronicité. On l'a constaté. Donc j'ai une petite question. Au fur et à mesure que j'ai une question, je m'arrête, je réponds et je continue. La différence entre la fissure et fracture, comme je le rappelle, la fissure c'est une fracture incomplète. C'est-à-dire qu'on a un segment. La fracture c'est quand il est cassé en sa totalité. La fissure c'est quand il y a une petite brèche. C'est-à-dire que le trait n'est pas complet. Les deux fragments du même segment ne bougent pas. Donc ils sont toujours fixes. C'est ça la différence entre fissure et fracture. Si c'est bon, je continue. C'est bon. Donc et aussi les lésions musculaires. Différencier entre les lésions anatomiques et les non-lésions anatomiques. Bien sûr, c'est lié au tendon parce que le tendon, c'est la continuité et plutôt la terminaison d'un muscle qui s'insère dans un os. Et ça peut donner des lésions et des maladies qui s'installent au fil du temps. J'ai fait un peu le tour des types de blessures. Bien sûr, je ne vais pas évoquer les traumatismes du rachis et du crâne. Ça, c'est un autre volet. Parce que ça demande une urgence médicale, voire chirurgicale. Qu'on va laisser peut-être pour une autre fois. Donc maintenant, on va se contenter que pour l'appareil locomoteur qui est, en l'occurrence, ma spécialité.
On va entamer les lésions articulaires. Et qui dit articulaire, on va parler directement de luxation. La luxation, c'est quand il y a une perte, c'est-à-dire on va être plus concret, je vais donner des exemples. Par exemple, l'articulation de l'épaule. On a un sportif qui est en contact avec son adversaire, à un moment donné il tombe, quand il y a le contact, on voit l'os qui est sorti de sa place. Ça, c'est une luxation, c'est-à-dire que l'os sort de sa capsule, là où il baigne, là où il a sa stabilité. Il y a plusieurs types. Ce qu'on constate le plus souvent, et la plus fréquente, c'est la luxation de l'épaule. Pourquoi l'épaule? L'épaule parce que c'est une articulation qui est complexe, qui est composée, déjà cette épaule elle est composée de 5 articulations. Elle n'est pas profonde, elle est superficielle, donc elle est liée que par des tendons et des ligaments, donc facilement manipulable, et elle a une amplitude de mobilité qui est assez importante. Tout l'intérêt d'avoir une bonne musculature de l'épaule, surtout chez les basketteurs. Alors cette luxation, d'emblée, il y en a 5 types, sans rentrer dans les types. En fonction de chaque type, à sa gravité et sa possibilité de la remettre en place, ou bien sûr le déplacer dans une unité médicale proche, sous anesthésie ou pas. Par la suite, s'il y a un retard, une chirurgie, tout ça c'est un volet qui est à part. Sa prise en charge, elle est purement médicale. Donc tout ce qu'il faut faire dans l'immédiat, essayer de rassurer le joueur, mettre un moyen d'immobilisation, ça c'est très important, parce que une fausse manœuvre de reprendre ou de remettre l'épaule à sa place, il y a des tendons qui sont liés à cet os. Toute fausse manœuvre peut déchirer les tendons et compliquer davantage. D'accord? Essayez d'assurer, s'il n'y a pas quelqu'un de compétent en la matière, de remettre ça, au moins rassurer, maintenir, c'est-à-dire immobiliser, et glaçage. Ça, c'est les premiers soins d'urgence. Ça, c'est très important. Par la suite, il y aura on saura l'étendue et la gravité de la lésion par l'examen clinique fait par le médecin et les examens paracliniques si c'est nécessaire, et toute une approche thérapeutique qui sera mise en place dans ce sens pour récupérer le joueur. Donc la notion que du repos, ça n'existe pas pour ce genre de lésion, surtout après une immobilisation. Le joueur, il est tombé, il est parti à la clinique, par la suite il a été immobilisé, par la suite il a un certain moment de rééducation à faire. S'il ne fait pas ça correctement, il aura toujours des lésions qui sont présentes là, et s'il répète la luxation, au bout de 2-3 fois, on va commencer à parler d'une instabilité de l'épaule. Et comme vous l'avez constaté, il y a certains joueurs qui remettent eux-mêmes leurs épaules. Si on voit leur tête humérale, comment il sera par la suite, donc c'est une tête qui est bousillée, et le joueur commence à jouer avec. Et par nature, quand il y a des lésions, les joueurs essayent de cacher ça. Ils ne le disent pas à l'entraîneur. Donc, il sent la chose durant toute la semaine, et il vient lors d'un match
il y a peu de rendement parce qu'il y a une petite douleur, une petite gêne. Et, et là, donc, ça a un impact sur les points à gagner. Et il y a des choses par la suite qui sont là. C'est pour cela qu'il y a toujours, doit y avoir une communication entre le staff technique et médical et le sportif en lui-même. Il doit être vraiment conscient de la chose. S'il a mal, quelque part, il doit le dire à l'avance. Laisser traîner les choses, ça diminue de la performance du joueur et de son rendement. Et ça pénalise le club et son entraîneur directement. Ça, j'ai ouvert un peu la parenthèse pour parler de la première lésion. Maintenant, on était sur la luxation. Il y a la subluxation. Subluxation, c'est pratiquement une luxation complète. C'est comme un peu fissure, fracture. Luxation complète, subluxation. Shib. Elle est moins grave. Donc pratiquement même process. Certes, les délais seront moindres, mais il faut aller chercher pourquoi. Parce que dans la perfection et dans l'évolution des choses, pour améliorer le rendement, on n'est pas que dans ce suivi des symptômes et que lors des traumatismes. Il y a des joueurs qui seront ils sont prédisposés à faire telle lésion ou telle lésion parce qu'il y a un déséquilibre entre leur musculature. Ça, c'est le volet qu'on va développer dans la réadaptation et dans les précautions. Il y a aussi, à part les luxations et les subluxations, il y a les entorses. Les entorses, c'est les moyens d'union passifs, qui sont les ligaments, qui sont lésés. Comme vous savez, on a une mobilité qui est volontaire, c'est des mouvements de flexion, extension, abduction, adduction, qu'on fait nous-mêmes de façon volontaire. Mais il y a des mouvements qui sont spécifiques, de bâillement, de torsion, qui ne sont pas volontaires. Et ces moyens d'union permettent de les stabiliser. Toute lésion de ce moyen d'union, il y a ce mouvement spécifique qui est là, c'est le mécanisme lésionnel, et ça donne par la suite des dégâts. Alors, l'entorse la plus courante, c'est l'entorse de la cheville. C'est un varus forcé, c'est-à-dire que le pied rentre en interne et tout le poids du corps, il est orienté vers l'extérieur. Donc, la lésion, elle est directe sur les ligaments. Et on peut distinguer une entorse de bénigne de 3 stades, bénigne, moyenne et grave. Quand on parle de lésion bénigne, ça peut aller du simple étirement d'un faisceau ligamentaire, surtout du faisceau antérieur, du ligament latéral externe. Moyenne, il y a une évolution des choses. Bien sûr, ça peut être avec un étirement des tendons périoniens. Pardon, on était coupé. Et grave, ça touche aussi un fragment de l'os où il y a une association d'une fracture. C'est pour cela qu'on parle d'entorse grave. Ce mouvement, soit il est suite à un amorti et
on a le mécanisme lésionnel. Il est dû à pas mal d'éléments. Il y a parfois une faiblesse de proprioceptivité et d'équilibre chez le sportif. Il a une faiblesse des muscles qui sont autour, d'où l'intérêt de préparer au début de chaque séance un travail de proprioception qui est important, vraiment très important, surtout pour dans ce genre de sport qui est un sport de détente et d'amorti. Alors les chevilles doivent être vraiment solides. C'est pour cela qu'on trouve que la majorité de nos basketteurs, ils ont une certaine instabilité. Ils pallient à ça par des bandages type strapping. Pour les sportifs avant un certain âge, ça va être difficile. Moi, personnellement, je suis contre le strapping, mais je suis amené à le faire d'une manière correcte. Parce que j'ai vu, quand il y a un regroupement, chacun à sa manière, donc c'est une longue histoire. Mais surtout pour les jeunes, c'est très important de travailler la proprioception, surtout sur les terrains instables. Il y a des plateaux, il y a des ballons pour initier le jeune. Maintenant, on parle de la jeunesse qui vient à partir de maintenant et on parle du futur. Parce que c'est très difficile à un sportif d'une trentaine d'années, donc lui enlever le bandage, sachant que sa cheville elle est instable. Et on est obligé de le soigner au cours de toute la saison. Parce qu'il s'est habitué à cette instabilité. C'est pas comme une entorse fraîche pour la première fois. C'est quelqu'un qui fait plusieurs entorses durant son parcours. Il a pas mal de conflits. Il y a des lésions qui s'installent autour au niveau du cartilage. Et là, on est dans une amélioration qui est moyenne. Mais, par contre, chez les jeunes, c'est très important pour prévenir pas mal de choses dans le futur. Et il y a les tendinopathies. Tendinopathie, c'est parmi les lésions les plus fréquentes chez les joueurs de basketball. Surtout au niveau du genou. Il y a le genou. Il y a la lésion du tendon rotulien ou quadricipital parce que en anatomie, il y a le quadriceps. Donc c'est le muscle qui est sur la face antérieure de la cuisse. Il se termine par des fibres tendineuses à la fin qui sont liées à la rotule et les fibres chapeautent la rotule et passent pour devenir des tendons rotuliens qui s'installent sur une tuberosité sur le tibia. Ce tendon, donc, il rentre dans l'articulation intermédiaire. C'est-à-dire que si vous voyez le geste, c'est l'amorti, il y a toujours une flexion. Et cette flexion, donc la charge, plus qu'il y a de flexion, plus qu'il y a de charge sur le genou. Donc il est très sollicité. Si vous le constatez, la majorité, pas mal de joueurs de basketball souffrent de ces lésions tendineuses, de leur cartilage. Il y a un grincement qu'on sent qui ne leur permettent pas d'évoluer au fil du temps. Donc tout ça, ça se travaille quand on est plus jeune. Alors, à part le traitement classique et le protocole thérapeutique d'une tendinopathie qui est courante, c'est pas une lésion qui est grave, mais qui est gênante dans la fonction. Il faut toujours insister sur le travail du quadriceps. Ça, c'est très important.
travail du quadriceps, il faut l'anticiper dans les catégories des jeunes. Il n'y a pas que le développement de la technique, parce que le basket, c'est un peu différent par rapport, je vais le comparer au football. Le basket, on utilise vraiment les 4 membres. On travaille avec les membres supérieurs, où on a plus de finesse et de force, mais on est obligé de se maintenir avec nos membres inférieurs. Ce n'est pas comme le football. Le football, on utilise les membres inférieurs et on oriente le ballon là où on veut. C'est-à-dire, le basket, c'est différent. On peut avoir une orientation différente des membres inférieurs par rapport aux mains. Ça, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration. D'où l'intérêt de travailler la proprioception et de la force du quadriceps à un âge vraiment jeune pour ne pas avoir ce type de lésion. On va parler un peu aussi je vais mentionner la tendinopathie après la rotulienne. Il y a la tendinopathie du TFL, du tenseur fascial latent, ou connu sous le syndrome de l'essuie-glace, parce que on a un tendon qui est très lent. Dans le muscle, il prend le 1/3 et le tendon, il prend les 2/3 de longueur. Il part de la hanche et il se termine sur le tibia. C'est la bandelette iliotibiale. Ce tendon, il est très connu par le coup de béquille. Mais à sa terminaison, il s'enflamme. Cette inflammation, elle est due à généralement soit une faiblesse du quadriceps, soit elle est significative d'une rupture du ligament croisé, où le joueur il est amené, parce que le ligament croisé il permet une stabilité sur le plan antérieur. Quand on a une accélération et on essaie de freiner, il rentre en jeu. Quand il est rupturé, c'est la chute. Donc c'est certains joueurs qui ont eu laxité ligamentaire ou un ancien traumatisme, donc ils sollicitent beaucoup plus la latéralité des muscles. C'est pour cela qu'on le voit enflammé. Là, c'est juste pour informer les gens. DG, merci. Qu'est-ce qu'une tendinite? Parfait. Alors, une tendinite, l'appellation est un peu fausse. On parle d'une tendinopathie parce que c'est une maladie du tendon. Quand on dit une maladie, c'est une lésion évolutive. C'est pas comme une fracture qui vient brusque. La tendinopathie, elle évolue. Il y a des facteurs qui prédisposent la personne à ce qu'il ait une tendinopathie. Le tendon, je le rappelle, c'est la terminaison d'un muscle dans l'os. C'est comme si on dit que c'est un muscle appauvri de fibres. C'est un muscle sec. Il est peu vascularisé. Il permet d'un ressort et d'amorti entre le muscle et l'os. Quand il est sollicité, il s'enflamme. Il s'enflamme, et cette inflammation se traduit par une douleur. Et en fonction et qui dit douleur, par la suite, c'est une impotence fonctionnelle. C'est-à-dire que il a quand l'épaule, le sportif aura une difficulté à lever en fonction du tendon lésé, parce qu'il y a toute une coiffe des rotateurs qui est en abduction, qui est de la rotation, qui est de la rotation interne. Donc c'est tout un examen à faire.
Et on va pas en parler parce que là c'est apparent. Si on est lésé au niveau de l'épaule, c'est très difficile de pratiquer. Par contre, sur le genou, on peut. Il y en a certains qui supportent la douleur, ils s'adaptent avec cette douleur, mais l'inflammation est toujours là. Alors, cet épaississement du tendon donne une inflammation. Et l'inflammation, on l'appelle tendinopathie. Avant, on parlait de tendinite parce que it dit inflammation. Inflammation du tendon. Mais par la suite, il y a une correction dans ce sens parce que pas forcément il y a une inflammation un épaississement du tendon. On va parler que de la tendinite. Il y a eu des évolutions et des stades. C'est pour cela qu'on parle de tendinopathie. C'est une pathologie du tendon qui évolue dans le temps avec des stades. Et en fonction de chaque stade, il y a un protocole à suivre. Il y a un protocole commun et il y a des spécificités pour chaque stade. De façon générale, une tendinopathie, c'est puisque le tendon il est appauvri, donc le traitement en majeure partie il est localisé. C'est sur le tendon lui-même. Après le traitement médical, après le diagnostic et le traitement médicamenteux général qui est donné, on est amené à pratiquer des soins de kinésithérapie et des moyens de physiothérapie pour atténuer cette douleur, notamment par les ultrasons qui sont des ondes mécaniques posées directement sur la zone douloureuse. Il y a de l'électrothérapie, c'est des courants à visée antalgique qui favorisent, c'est sous forme d'influx nerveux où il y a des électrodes qui se mettent sur les récepteurs neuromusculaires ou sur près du tendon où ils pénètrent, des influx pénètrent en transmettant des messages sur la partie douloureuse, soit pour décontracturer, pour une hyperémie, pour la visée antalgique. Et il y a aussi pour la visée de renforcement par électrostimulation, si la mobilité ne le permet pas. Notamment dans les ruptures, dans le stade soit post-opératoire ou juste après une entorse du ligat du genou, on ne peut pas faire la flexion-extension. À un moment donné, on est amené à réveiller ce muscle. Donc, on opte pour l'électrostimulation du muscle quadriceps pour maintenir la force musculaire et le tonus. Et une fois on a l'autorisation de mobiliser, on n'aura rien perdu. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que le repos en lui-même, il reste insuffisant. Il y a toujours quelque chose à suivre. Donc si c'est bien compris, on continue. On était dans le syndrome d'essuie-glace. Il y a aussi en remontant sur la hanche, il y a le syndrome du muscle piriforme ou le syndrome du muscle pyramidal. Il a une caractéristique. Je vous dis ça juste pour que vous soyez au courant, comme ça, pour avoir une certaine notion. Donc il comprime le nerf sciatique. Sauf que ce n'est pas une sciatalgie. Le nerf sciatique démarre de la partie lombaire. Et quand il y a une lésion du nerf sciatique, il y a une radiculalgie ou une sciatalgie, il y a la lombalgie, c'est la région lombaire. Chose qu'on constate chez les sportifs de basket. Mais il faut la distinguer avec le syndrome du piriforme. Lors du passage du nerf sciatique par les muscles pelvitrochondriens, il y a une compression. Et la compression donne
sous forme de paresthésie, comme une sciatage, sauf que c'est pas la même chose. C'est simple, il faut les distinguer par un examen clinique, un signe de la sexe, s'il est positif ou pas. Mais ce syndrome, il est périphérique. Il y a des moyens par des étirements spécifiques au cours d'une séance de pratique de sport pour l'atténuer et avec le temps l'enlever. Parce que les tendons, à un moment donné, il y a défaut de moyens, comme vous le savez. Il faut confronter les données et les processus et les plans thérapeutiques dans le théorique, mais il faut les confronter avec le terrain, c'est-à-dire que le milieu marocain. Il y a un constat, tous les clubs du royaume n'ont pas l'équipement pour. Et parfois, il n'y a que les entraîneurs qui sont en place ou des assistants qui sont en place et ils sont devant des notions pareilles. Donc, le but de cette discussion, c'est qu'ils soient au courant au moins de ces notions-là. Certes, il y en a certains qui suivent dans ce sens parce que ça part dans leur cursus, surtout pour les enseignants en éducation physique et sportive, les gens qui connaissent la biomécanique, la physiologie articulaire, qui étudient les mouvements, donc ils sont en connaissance de ces choses-là. Là, on est en train de parler de façon générale. Donc, on était finalement, on a parlé un peu des tendinopathies. Il reste les bursites. Les bursites, j'ouvre juste une petite parenthèse. Pratiquement, c'est la même chose qu'une tendinopathie. C'est juste la bourre séreuse une graisse qui permet le glissement d'un tendon sur l'os pour ne pas avoir eux aussi, ils peuvent s'enflammer. On parle de bursite. On peut la trouver, par exemple, le plus souvent au niveau de l'épaule. Alors, il y a aussi les traumatismes musculaires. Les traumatismes musculaires, il y a deux grands types de traumatismes. Il y a les traumatismes sans lésion anatomique et lésions anatomiques. Quand on parle de lésion anatomique, c'est une lésion au niveau des fibres musculaires. C'est-à-dire qu'il y a un saignement à l'intérieur, une rupture partielle de quelques fibres. On va les différencier. La plus banale des traumatismes sans lésion anatomique, c'est la courbature. C'est la plus classique. C'est une sensation de fatigue musculaire et de douleur qui disparaît d'elle-même. Au bout de 24-48 heures, c'est ce qu'on ressent le lendemain après un effort. Ça, je pense que c'est clair. Donc, pour les atténuer, comme moyen de privilège pour moi, c'est la cryothérapie ou les bains de glace. Surtout après un effort physique, on a le J24 post-match. On a la possibilité, soit on a les moyens pour ça de le faire dans l'immédiat, ou on attend les joueurs si on est en déplacement jusqu'au lendemain pour des moyens de récupération et de limiter un peu les micro-traumatismes, de favoriser les cicatrisations des petites blessures, parce que quand on pratique, on est en phase de match, il y a des blessures. Il y a les blessures apparentes, mais il y a les blessures qui ne sont pas apparentes. Donc, il faut mettre des moyens de récupération rapide pour que le joueur puisse reprendre son activité le plus précocement possible. Et pour éviter cette phase de latence, si on est on est en déplacement dans une ville où le déplacement a pris 5-6 heures, le lendemain on donne du repos certes, mais il ne faut pas oublier que les joueurs vont développer des petites lésions.
Et ils ne pourront apparaître jusqu'au bout de 48 heures parce que la phase de sommeil passe en premier lieu. Et après, on voit ce qu'il y a comme petit bobo. Il peut rater sa séance de 48 heures de réveil musculaire. Surtout quand on joue chaque 3 jours, où le temps est réduit, on est amené à suivre des échéances, où on a un match suivi d'un autre match dans les 24 heures, comme on connaît dans les compétitions internationales. En basketball, les matchs se succèdent jour par jour, donc on n'a pas de temps de récupération énorme. C'est pour cela qu'il faut utiliser des moyens dans ce sens. Je vais donner des petites idées et des petites solutions pour la cryothérapie ou les bains de glace par la suite. Suivi, il y a la contracture. On part dans le même sens, c'est des nœuds. C'est suite à l'accumulation de l'acide lactique. L'acide lactique, comme vous le savez, c'est des déchets, il y a des échanges dans le muscle. Le muscle a des apports en oxygène et il lâche des déchets. Quand il y a un cumul de déchets qui s'installe autour de fibres musculaires, ils sont là. Et la caractéristique de la contracture, c'est qu'il ne donne pas une élasticité complète du muscle, parce que le muscle, il permet une contraction, il permet un étirement. Donc, il n'y a pas cet étirement complet, il perd de sa souplesse, et il est toujours présente. Donc, dans les muscles de l'appareil locomoteur, il a tendance à disparaître, donc avec des moyens. On a un délai précis, minimal et maximal. Mais dans le rachis, elle persiste, sans le savoir, ni même faire de douleur. Mais chez les basketteurs, on les voit toujours dans l'omoplate. L'omoplate, il y a l'os qui est derrière l'épaule, l'essentiellement riche. وهذاك الريشة il est très important pour la fonction et le mouvement de lancer et en général de la pratique du basketball. Donc il cumule beaucoup de fatigue, d'où l'intérêt de la manipuler de temps en temps par un bon praticien pour libérer la mobilité et que le sportif ne sente pas de lourdeur quand il lance son ballon. Parce que il y a des questions qui se posent comme ça dans la tête du sportif, mais il ne sait pas la réponse. Ma question, pardon, quel est le degré? Ah, je m'y attendais. Alors, il y en a plusieurs. Si on part de la chambre de cryothérapie, on va aller dans des degrés qui sont au maximum. La chambre qui est de moins 110 degrés. Malheureusement, c'est un outil qui est très coûteux. Et moi-même, j'avais une proposition de le ramener de l'étranger à maintes reprises quand quand il était en vogue à l'étranger. Mais c'est très coûteux de 1. De 2, on ne pourra pas l'amortir parce que c'est du ressort du club d'avoir ce genre d'outils. On pallie à ça par les tonneaux et on les remplit par des blocs de glace. Certes, on n'aura pas cette température optimale, mais on les quantifie par un bloc et demi de glace par tonneau, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs tonneaux. En moyenne, on a 2, grand maximum 3. Et on commence à... Moi, je vous parle directement sur le terrain pour être plus pratique. Parce qu'on ne va pas s'amuser à prendre un thermomètre et les sportifs, surtout en période de froid, ils
ils ont froid, donc ils veulent passer en même temps. Je vous dis pas le stress qu'il y a quand on est seul à gérer toute une équipe où il y a une feuille de présence avec un chrono. Donc, et on est amené à rajouter encore des glaçons ou des blocs de glace parce qu'ils sont dissous quand il y a le premier, deuxième, troisième sportif qui est là, bah, parce que son température elle est élevée, il y a une différence de température, forcément la glace elle est dissoute. Donc c'est comme ça qu'on fait, mais on fait sur une pratique de 2-3 minutes pour chaque joueur au niveau le niveau d'eau doit atteindre le bas du ventre. Donc ça c'est très important, il rentre au fur et à mesure et petit à petit jusqu'à ce qu'il est à sa moitié sous l'eau et on commence à faire le chrono et c'est très important. Moi je suis parmi les gens qui insistaient là-dessus, donc j'étais directement avec le coach en équipe nationale, même au Wydad on avait fait ça. Donc, parce que on est des Méditerranéens et la notion du froid, il est un peu mal assimilé chez nous. On aime beaucoup plus le chaud que le froid. Or que le froid, il est très 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 important dans la phase de récupération. Et les joueurs partent de gauche à droite, mais ils ne savent pas que le fait de ne pas faire ça, donc il y a des lésions de petites lésions qui sont sur place, qui ne peuvent pas apparaître à l'instant T, mais après 24 heures, il va se réveiller, il va sentir des lourdeurs. 70% des lourdeurs vont disparaître, il y aura un point qui est persistant. Il commence à s'échauffer et lors d'un démarrage, il sent un craquement au niveau du muscle. Et là, on a eu une lésion. Alors ça, on peut le prévenir. Dans l'intérêt du joueur et du club ou de l'équipe, que ce soit locale ou nationale. Ça, c'est très important. Donc cette notion doit commencer à être présente dans nos clubs. Moi, je vous ai donné l'exemple du tonneau qui est le plus facile, le moins coûteux. Investir, je sais que c'est très difficile, mais investir dans une machine de glaçons qui coûte pas cher, ça rentre dans les frais. Ceux qui ont un peu les moyens, ils montent un peu sur du 2 mètres de surface avec une petite pente où ils apprennent dans les vestiaires ou réduire un peu les douchettes et mettre un petit bassinet directement avec un robinet où on met un petit jet pour donner les jets sur les muscles pour les relâcher et mettre des glaçons sur place. C'est très important parce que malheureusement on investit sur le joueur, combien il y a eu l'acquisition du joueur. On met les statistiques sur ses rendements, mais on oublie toujours ses moyens de récupération. Vous savez on dit que la force physique et du sportif n'est pas que dans sa durée de pratique de sport, mais sa durée de sommeil et ses moyens de récupération. Et en Europe, dans les grands clubs, même dans les moyens, donc ils investissent beaucoup plus sur les moyens de récupération. Quand on a des moyens de récupération, on a moins de blessures. Quand on dit moins de blessures, on a plus de temps de jeu, plus d'effectifs, plus de rendement. Donc on a plus de chances de continuer une saison avec une ossature qui tourne et
et l'entraîneur n'est pas dans une difficulté où il est amené à la fin de saison, on le remarque, à continuer ou terminer l'effectif avec des jeunes. Je ne diminue pas la qualité des jeunes, mais je parle quand il y a les échéances de la Coupe du Trône ou les playoffs, on est amené à avoir le maximum de potentiel. Ça se joue pas dans l'immédiat, dans le mois de 4, mois de 5. Ça se joue tout au long de l'année, surtout au début. D'accord? Ça, c'est une parenthèse concernant la cryothérapie. Mais je vais revenir sur les moyens de précaution. Donc, je pense que j'étais clair pour la cryo. J'étais plus dans le concret que dans le technique et le théorique. Parce que il faut avoir une chambre ou un thermomètre. Il faut avoir plusieurs tonneaux. C'est très coûteux. Alors, vous savez, là, quand on parle d'une équipe, là, on est du 200-300 kilos de glace, hein, et dans un délai qui est très réduit parce que c'est suivi. Les joueurs terminent, ils remontent en chambre et directement c'est le dîner et les soins commencent. Sinon, on est pénalisé. C'est comme ça que ça se passe. C'est le travail se fait dans les récupérations. C'est là où fait la force d'une équipe. Croyez-moi. C'est pas que le temps de pratique, mais il y a les temps de récupération et les moyens de récupération sont très importants. Alors, on était dans la contracture. On passe à la crampe. Alors, la crampe, c'est très important. C'est là où on sent, on parle plutôt de qu'est-ce qu'il a? Il a eu un claquage. C'est pas un claquage, mais c'est une crampe. C'est une tétanisation des fibres musculaires due à la déshydratation. Déshydratation, c'est-à-dire qu'il y a eu un manque de sels minéraux dans l'organisme, notamment le muscle. Donc, si on le voit, le muscle à la fin, il commence à vibrer. On le voit, c'est une contraction qui est totale de toutes les fibres musculaires, mais qui est à répétition. On constate ça, soit à la fin d'un effort physique intense, la fin du match, ou bien sûr lors des séances d'entraînement. Et là, on peut constater chez le joueur certaines anomalies, certaines mauvaises habitudes en matière d'alimentation. On sait d'emblée qu'il vire beaucoup plus vers les aliments beaucoup plus acides, frites, soda, hamburgers, chips, un sportif qui dort peu, qui reste éveillé. Tous ces éléments-là, on les constate lors de ce genre de lésions. Mais quand on a un sportif qui dort bien, qui a une bonne hydratation, une bonne alimentation, donc il fait ses soins, c'est quelqu'un qui n'aura pas ce genre de problème. Pour conclure le type de traumatisme musculaire avec lésion anatomique, il y a l'élongation. Alors l'élongation, donc c'est un étirement maximal des fibres musculaires quand il atteint un seuil d'élasticité maximale. Au-delà de ça, c'est la rupture. Mais là, ils atteignent la limite. C'est pour cela que quand on sent ce genre de choses, si on est en accélération, un joueur, il est à la fin de course, il prend sa main, la fin dans sa cuisse, au niveau postérieur, des ischios, on lui fait des étirements, il continue. Au bout de 10 minutes, il n'en peut plus. Alors vous savez qu'il est passé d'élongation à claquage. Le claquage, on est passé, c'est les lésions anatomiques. C'est l'atteinte de quelques fibres musculaires qui sont comptées en dizaines. C'est une micro-déchirure. C'est le tout début de déchirure. Et s'il persiste et il continue, c'est la déchirure partielle d'un faisceau musculaire.
Et bien sûr, comme évolution, c'est la rupture totale, c'est les déchirures totales. Vous voyez que ça passe en un temps rapide. C'est pour cela que il faut s'arrêter quand il y a ce genre de sensation. C'est simple de le connaître. Il y a il y a la douleur à l'étirement, la douleur à la contraction et la douleur à la palpation. Chacun son intensité. Mais si on a les trois, il touche, il a mal, il contracte, il a mal, il étire, il a mal, vaut mieux s'arrêter. Il est devant une lésion anatomique. D'accord? Il reste une parenthèse, c'est la contusion. La contusion, c'est un choc. Mais il est considéré, malgré le mécanisme, il est externe, c'est-à-dire suite à un choc. Mais ça donne un saignement à l'intérieur. Donc, il est considéré comme une déchirure. Et tout cela, donc, on pourra le déterminer sa gravité et son étendue au bout des premières 48 heures. Si la lésion disparaît ou évolue. C'est pour cela que je parle d'une bonne pratique. Et quand je parle d'une bonne pratique, il ne faut jamais aller s'amuser à faire des moyens de chaleur sur une lésion musculaire. Ou la manipuler ou la masser. Ou la comprimer. Parfois, on a vu des problèmes comme pas possible suite à une compression d'un muscle, juste que pour le joueur puisse continuer le match. Et ça peut aller une petite élongation, il est passé directement à une rupture de 3-4 cm. L'autre disparaît au bout et s'améliore au bout de 18 jours. La deuxième peut aller jusqu'à 6 semaines. Vous voyez? Et vu que notre championnat il est très réduit, donc on peut rater toute une saison, une mi-saison suite à une mauvaise gestion par méconnaissance de la chose. Donc, très important. Il y a des process à suivre. Quand il y a une douleur, un mécanisme, quelque part, l'arrêt. Il y a une unité médicale. Il y a les tests qui sont faits dans l'immédiat. Dans le contexte ou dans des catégories moindres que l'excellence, il n'y a pas ça. L'évaluation du sportif avec son entraîneur, elle est relative. S'il sent qu'il ne peut pas, c'est pas la peine d'avancer dans ce sens. Là, c'était une petite parenthèse. Alors, s'il n'y a pas de questions dans les types de lésions, je pourrais passer directement à la réadaptation et les moyens de précaution. Je pense qu'il n'y a pas de questions, donc on passe directement à C'est clair, s'il y a une question, n'hésitez pas, donc n'importe laquelle. J'ai oublié de parler tout à l'heure, de mentionner en fait, la périostite. C'est une inflammation du périoste. Le périoste, c'est la membrane qui entoure l'os. Et chez le basketteur, quand il a un mauvais amorti, c'est-à-dire un mauvais amorti, l'amorti se travaille par des séquences de visionnage, parce que le meilleur moyen de mettre en évidence une anomalie de course, quelque chose qui ne va pas,
c'est le faire visionner à l'intéressé. Moi, personnellement, j'ai de la chance dans ce sens. Excusez. Alors, nous, les kinés, on est amenés à part nos soins qui sont lors des séances et lors des matchs, on est amenés à observer. Alors, tout le staff technique, il s'oriente vers les gestes, l'emplacement, tout ce qui est technique et tactique. Par contre, un kiné, un anatomiste, donc, il observe le geste du sportif. On peut, à partir de la course du sportif, on peut savoir s'il y a un déséquilibre entre les agonistes et les antagonistes. Et on peut anticiper, avec beaucoup de pratiques, on peut anticiper même certaines lésions et les prévenir. Rien le fait que d'équilibrer. D'accord? Par exemple, parfois on a des gens qui n'arrivent pas à faire de bons sprint parce qu'ils n'ont pas une bonne élévation du psoas. Ils ont beaucoup plus les ischios et les adducteurs qui sont présents dans leur course. Ça ne leur permet pas de courir rapidement. Donc, ils peuvent être endurants ou résistants dans la foulée à partir de 10 mètres, mais dans l'immédiat, dans les 2, 3, 4, 5 mètres, il est lent. Et on se pose la question, pourquoi il est lent? Pourquoi il est lent? Bah, c'est simple, parce qu'il y a des déséquilibres dans les groupes musculaires, et c'est tout un volet à voir, si vous voulez bien, par la suite, à développer la loi de Sherrington, les agonistes et les antagonistes. Ça, c'est le développement musculaire avec ses forces. Ça demande beaucoup de temps. Donc, on parlait de périostite. It veut dire inflammation du périoste. Généralement, c'est le tibia. C'est un sportif qui vous dit que j'ai mal au niveau du tibia de la partie interne. Ça persiste. Mais tout simplement parce que soit il est en surpoids, soit il a une faiblesse du quadriceps, il amortit mal, soit son genou lors de l'amorti, il part beaucoup plus en interne, en valgum, et il part pas dans le prolongement du corps. Ça, c'est très important. Si on veut avancer la qualité du geste, il faut le corriger et le répéter. Par la suite, on peut parler de perfection. Et la perfection donne une certaine confiance chez le sportif et beaucoup plus de rendement. C'est dans ce genre de geste que ça se passe. Et généralement, ça se passe dans les plus jeunes. J'insiste. On a parlé de périostite, pardon. Il y a aussi une maladie qu'on appelle maladie d'Osgood-Schletter. Donc, c'est une maladie, certainement vous l'avez constaté plusieurs fois chez les jeunes. C'est une tuméfaction. Donc, tu as la petite bosse, c'est ce qu'on fait début du tibia. C'est là où se termine le tendon rotulien. Et généralement, elle apparaît à l'âge de 12-15 ans. D'ailleurs, chez ceux qui ont passé les jeunes, qu'à un moment donné, avec le passage, le jeune sportif, il vous dit que je n'arrive pas à courir. J'ai mal au niveau du genou. Ben là, cette maladie, il est lié au trouble de la croissance. C'est-à-dire que il est en train de faire son pic de croissance, le jeune, et sa force et sa résistance, ils sont en déséquilibre. Et puisque
sa terminaison, il est dans une zone où il y a la croissance. C'est les métaphyses, c'est une partie de l'os فين تيتزاد الطول ديال الدراري. Il y a une insertion تماك كاين واحد لا بتيت بوس هي اللي تتبان لك منفوخه تقدر تدوز d'elle-même spontanée, elle peut passer d'elle-même avec une douleur et elle part, comme ça peut être sévère qui nécessite une immobilisation et des soins dans ce sens. Il ne faut pas aller chercher beaucoup plus la flexion parce que les micro-traumatismes répétés, ça a un impact sur l'ossification, donc il y a en excès et ça peut donner des calcifications par la suite. Et dans les cas extrêmes et rares, c'est des XRS en chirurgical, mais vraiment pas chez tous les cas. Mais ce qu'on constate, c'est que ces jeunes-là, quand ils grandissent, ils ont toujours des problèmes au niveau des tendons et des genoux. Quand on constate, on trouve cette trace qui est toujours présente de la tuméfaction. Au début, elle est molle quand on est jeune, mais quand on grandit, elle durcit. Certains, même non sportifs, la constatent après la pratique de la prière بالصلاة بالسجود تيولي يقول لك راه ولات لواحد البلاصة ولا تضرني راه كانت تضرني شحال هادي واحد 20 عام ولا 15 عام ومشات كيما درت لها والو. Ça, il faut le noter. C'est très important chez les jeunes de noter ça. C'est cette maladie d'Osgood-Schletter. Et qui est bénigne, mais ça fait partie des troubles de croissance. Donc c'est clair. Alors, on passe à la réadaptation. La réadaptation, donc, comme vous le savez, comme tout sportif, après avoir eu une blessure, il y a une phase où il doit se préparer à l'effort avant d'entamer l'activité sportive avec le groupe. Elle doit être vraiment très spécifique. Vous savez que, en fonction de la lésion, s'il s'agit d'une lésion moins de 15-20 jours, donc on garde toujours notre capacité physique, donc on peut réintégrer au bout d'une semaine l'effectif. Mais quand on dépasse plus que 20 jours et on est en arrêt, on perd notre capacité physique. Donc à ce moment-là, il faut reprendre la préparation physique spécifique pour éviter tout autre type de lésion. Ailleurs, en dehors de, par exemple, je vais dire un exemple, un joueur qui avait une élongation au niveau des adducteurs, ça s'est bien passé, puis au bout de la première, deuxième séance, sur un démarrage, il a eu sur le mollet une autre lésion. Parce que le rapport, il est en insuffisance de capacité physique, on pompe un effort considérable. Ça, le dosage, il est très important. Le travail se fait toujours en collaboration avec le kiné et le préparateur physique pour réadapter le sportif à un effort défini. Là, on parle sur travail de course quand il s'agit de lésions musculaires. Mais quand il s'agit d'entorse, on va parler beaucoup plus sur un travail de proprioception d'équilibre. Donc il faut s'investir un peu sur les ballons, les semi-ballons d'équilibre ou sur des plateaux de Freeman qu'il faut avoir comme outillage dans les clubs. Ça, c'est très important. Ça peut se faire comme une séance à part entière. Pas mal de lésions, notamment les instabilités. Et aussi, il faudrait parler sur les problèmes j'ai oublié, les problèmes de dos. Les problèmes de dos qui sont liés parfois à des inégalités de longueur. Vous savez, quand on est en phase
de croissance, surtout pour les joueurs de basketball. Ils font des pics de croissance. Et parfois, le côté gauche ne suit pas comme le côté droit. Il y a toujours une petite inégalité de 1 cm, 1 centimètre et demi. Or, par la suite, cette inégalité, si on ne la constate pas, dans la pratique, il y aura toujours un côté droit plus dominant que le côté gauche et vice-versa. Donc, et qui dit dominant dit prédisposé aux lésions. D'où l'intérêt de rééquilibrer par des semelles, un examen baropodométrique. Mais il faut constater. Si un sportif vous parle du dos, il faut aller toujours chercher à mesurer ses membres inférieurs s'ils sont égaux, inégaux. Ça peut être ça comme une douleur dorsale liée à une scoliose, attitude scoliotique chez les sportifs. Parce qu'il y a une habitude que j'ai constatée dans la majorité des sports où je suis passé, notamment le foot, la natation, le basket, le tennis. On n'a pas une polyvalence du côté droit par rapport au côté gauche. Donc, on est toujours asymétrique. C'est-à-dire qu'on a un membre dominant, on travaille que sur le membre dominant. Or que ce genre de choses se travaille quand on est dans la phase des minimes, voire moins, et cadets. Pour ne pas avoir cette attitude. Un basketteur doit savoir remonter au filet, que ce soit pour le côté droit ou le côté gauche. Et ça se travaille. Idem pour les joueurs de football, ceux qui ne pratiquent et tapent le ballon que par le côté droit, que par le pied droit. On est amené lors des entraînements à les changer dans le côté gauche pour qu'ils travaillent un peu ce côté gauche et avoir cet équilibre. C'est important. L'équilibre, c'est très important dans ces pratiques parce que il te permet une bonne précision dans l'appui, dans le lancement du ballon. Ça, c'est très important. Si vous avez d'autres questions, sinon, donc, on parle un peu des moyens de précaution. Alors, vous savez que chez le basketteur, il y a qu'on a cité auparavant, et pour prévenir certaines, notamment au niveau de la cheville, du pied et du genou, on va parler du pied et de la cheville, il faut avoir des chaussures adéquates qui s'adaptent. C'est un investissement qui s'adapte pour chaque surface de contact. Sans oublier bien sûr les semelles. Il ne faut pas acheter que des semelles en vrac et les mettre. Les semelles exactes avec un examen baropodométrique qui vous permet d'avoir le pourcentage d'appui du côté droit par rapport au côté gauche, de voir le centre de gravité, est-ce qu'il est réellement dans le polygone de sustentation ou pas, pour voir déjà ce sportif, est-ce qu'il est en équilibre ou pas. On a parlé ça c'est les outils. Bien sûr, l'alimentation, il faut aller toujours vers une alimentation qui est basique, avec un pH basique, favoriser les fruits et les légumes, et non pas tout ce qui est acide, là où il y a des colorants, les sodas, les boissons énergétiques, les frites, les fast-food en général. Parce que
ça rentre dans les moyens de récupération. Ce genre de choses donne beaucoup plus de déchets que d'alimentation saine pour le muscle. Le muscle, c'est comme un carburant, donc c'est comme un moteur où il faut lui donner un bon carburant. Qu'à partir de l'alimentation, il y a certains sportifs qui peuvent développer une rigidité du tissu conjonctif, c'est-à-dire qu'il ne devient pas souple. Et on est forcé à lui demander de faire des étirements, malgré tout ça, il n'arrive pas. Parce que son tissu conjonctif, il est rétracté. Et quand il y a cette rétraction, le muscle n'a pas d'espace où il peut s'étirer et être souple. Donc, il a tendance à se faire des lésions lui-même. Vous voyez comment on peut prévenir une lésion juste par l'alimentation. Aussi, au niveau des dents, c'est très important. Il faut toujours faire un examen annuel avant la saison, de voir si le sportif a des caries ou pas, parce que c'est très important. Les risques d'infection, parce que ça roule, ça tourne dans le sang et le sang part dans les muscles, donc les lésions sont forcément là. Les moyens, on a dit les excitants, il faut les bannir carrément. Parce que les sportifs ont une notion comme pas possible, comme si c'est excitant. Il faut distinguer entre excitant et stimulant. L'excitant se termine toujours par une fatigue et travaille beaucoup plus les reins et les conséquences qui suivent. Hein. Donc, il faut les bannir des vestiaires. C'est pas ça qui va donner du tonus au sportif. Plutôt, il va le rendre beaucoup plus nerveux. Et nerveux, donc il aura moins de concentration. Il sera beaucoup plus agressif. Et qui va faire des fautes et qui dès les premiers cartons dans un match. Vous voyez comment ça se passe. L'hydratation, on n'en parle pas. Donc il faut bien boire. Il faut dormir, bénéficier de ces heures parce que le sommeil, il est réparateur. Il se compose de 5 phases d'une heure et demie. Et chaque phase a un rôle spécifique. Si on les rate, donc on est forcément fatigué. On est obligé de se booster par du café, de la caféine ou des excitants, mais on ne rend pas service au corps. Ça, c'est sur le côté du sportif. Maintenant, il y a le côté des clubs. Si on les sonde, malheureusement, on n'a pas l'infrastructure amenée à gérer et à prendre en charge ce genre de sportifs. Car le match en lui-même seul est insuffisant pour déterminer un rendement d'un sportif. Il faut le suivre de très près. Ne serait-ce que sur le plan psychologique, quand il trouve qu'il y a un suivi dans le club, psychologiquement il est bien. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à lui. Donc il ne peut que donner du rendement. Quand on voit les clubs là où il n'y a pas des unités médicales, ne serait-ce que les tout petits éléments de base n'y sont pas présents, donc je vous dis pas ce qu'il y a par la suite. On a parlé des unités, on a parlé des moyens de précaution. Il y a aussi les étirements et le stretching, la bonne préparation physique, le maintien. Tous ces éléments-là donc, vous permettent de prévenir considérablement pas mal de lésions.
Je vous invite d'ailleurs à soit aller les chercher ou je les télécharge par la suite pour que vous ayez une petite documentation, ne serait-ce que pour avoir certains protocoles euh, qui peuvent se pratiquer lors des séances de sport. Par exemple, dans la pubalgie ou les maladies des adducteurs, il y a un protocole qu'on appelle le protocole de Pau-Toronto qui permet de renforcer en isométrique les muscles stabilisateurs de la hanche. Ça peut se faire par un travail par le kiné sur place, par les ballons de Klein. C'est des ballons qui sont peu coûteux, qu'on peut les procurer chez Decathlon. On peut avoir plusieurs. Comme ça fait travailler un peu les muscles de stabilisation du bassin. Que ce soit pour un sportif qui est en lésion ou à titre préventif pour tous les sportifs. Les ballons, les grands ballons, il faut s'en en procurer pour travailler l'équilibre et la stabilité. Il y a aussi le protocole de Stanich. C'est là aussi on peut le pratiquer sur terrain, surtout pour les tendinopathies achilliennes. C'est sur le tendon d'Achille. Le tendon d'Achille, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Donc sur sa tendinite ou sa tendinopathie, le protocole de Stanich, il donne une évolution favorable qui est très intéressante. Si je peux me permettre de le définir, donc c'est un travail excentrique contre résistance. Le geste, il est simple. Alors, sur une marche d'escalier, l'avant-pied est posé et l'arrière-pied, il est en dessous du niveau de la marche. Et on demande au sportif de remonter de son talon. Bien sûr, contre son poids du corps, ça s'appelle une résistance. Quand il fait descendre son talon, donc il est en étirement, en mode étirement et en mode excentrique. Le fait de faire une contraction contre résistance et en remontant sur 3 séries de 10 mouvements à répéter, ça c'est un protocole de Stanich qui permet de donner plus de résistance au tendon d'Achille, qui est très important dans les amortis dans le basket. Donc je pense que j'ai fait le tour. S'il y a d'autres questions, donc n'hésitez pas avant, je sais pas il est quelle heure, avant de clôturer cette session de live. C'est avec le ramadan, au fur et à mesure, il y a les idées qui reviennent. Il y a un protocole à suivre. Donc, quand il y a une lésion au niveau de la cheville, donc je pense que vous connaissez un peu. Quand il y a une entorse de cheville, les premiers soins d'urgence à faire, c'est la contention, c'est contenir le membre. Donc ça rentre dans un protocole d'urgence qu'on appelle CREC. Donc
Il y a de la contention, en premier, C, contention, repos. Et il y a du glaçage à la fin. Ça, c'est très, très important. Donc, pour ne pas compliquer les choses. Parce que parfois, on peut avoir des fractures sans le savoir. Et on demande aux sportifs de se mettre en appui. Il peut compliquer les choses. Il peut avoir un petit fragment déplacé au niveau de la malléole externe. Et ça peut donner beaucoup plus de temps dans la guérison par la suite et la reprise de sport. Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il nous reste pratiquement 2 minutes avant de clôturer. S'il n'y a pas de questions ou quelque chose à faire éclaircir, donc n'hésitez pas avant de clôturer cette session. J'espère qu'elle était enrichissante pour vous, donc où j'ai pu apporter des informations dans ce sens. Moi, j'étais ravi d'être présent autour de cette table. Donc, pour clôturer, j'aimerais remercier les membres de l'association des coachs marocains qui m'ont invité, qui m'ont fait honneur. Donc, c'est Karouache Aziz, président. Pour moi, c'est plus qu'un coach, c'est un ami, un frère, un grand frère. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour les coachs que j'ai côtoyés durant mon parcours en basket. C'est un sport qui m'a fait changer pas mal de choses. Moi, issu de football et ancien joueur de football du WAC et même en équipe nationale. Et j'ai pratiqué des 16 ans et des 16 ans. J'ai terminé mes études et j'ai pratiqué en tant que kiné. Et quand j'ai atterri en basket, ça m'a fait changer pas mal de choses. Les gens, ils sont d'un certain niveau quand même qui est élevé, instruit. La seule chose malheureusement que je garde de mon passage, c'est que on peut faire mieux, mais à défaut de moyens. Donc, mais on garde de très très bons souvenirs, malgré les difficultés de moyens. Donc, ça reste toujours de bons souvenirs, de bons moments passés dans les déplacements. Donc, parce que moi, même si je suis kinésithérapeute, mais je vis ces moments-là avec passion. Donc, j'ai ça dans le sang. Donc, j'essaie toujours d'apporter quelque chose, même si je suis pas sur le terrain avec les joueurs, j'essaie de contribuer. Peu d'informations que j'essaie de la transmettre. Donc, ma modeste expérience et modeste savoir-faire, j'essaie de le transmettre dans ce sens. Donc, j'espère que j'étais à la hauteur